Bien le bonjour à toutes et à tous, 20 ans francs euros, 20 ans francs, pardon, avec vous pour ce webinaire du lundi 14 janvier 2019. Très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors cette nuit, retour de la version Polo Risque après une semaine plutôt positive pour les marchés actions la semaine dernière. Donc retour de la version Polo Risque ce matin en raison des chiffres décevants sur le commerce chinoise. On a eu une chute des importations, une chute des exportations également. Ce qui ravive les craintes sur la croissance mondiale et ce qui a fait clôturer finalement les indices asiatiques dans le rouge ce matin. Et normalement, les gaps devraient être baissiers sur les indices européens ce matin. Alors, sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance, comme d'habitude, de cet avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour Raymond, j'espère que vous allez bien. François que je salue également. Alors bonjour à vous. Voilà, Moa, bonjour de même. Alors avant que j'oublie, cette semaine je serai présent aujourd'hui et demain. Donc pas de webinaire de ma part ni mercredi, ni jeudi et ni vendredi. Voilà, donc aujourd'hui, demain, j'ai quelques stratégies à vous proposer ce matin. Avant toute chose, voilà, on fait un point sur ce qui s'est passé à Wall Street et en Asie. Donc Wall Street, vendredi soir, on va dire séance globalement à l'équilibre. On voit que le S&P a perdu 0,01%. On peut pas parler de baisse. Donc plutôt, voilà, quelques prises de bénéfices. On n'a pas eu vraiment de direction vendredi après 5 séances consécutives de hausse. Je rappelle, le S&P a pris 10% depuis son point bas. D'accord. Donc depuis son récent point bas, donc ce qui est quand même beaucoup. Le DXY a gagné 0,15 vendredi. Le VIX a perdu 6,72%. Il est à 18,19. C'est quand même relativement faible. Il est en dessous de 20, alors qu'on est dans un contexte où on a un shutdown le plus long de l'histoire. Ça fait maintenant 3 semaines. On est en train de faire la 24e journée de shutdown aux États-Unis. On a des chiffres chinois qui ralentissent de plus en plus et on l'a vu cette nuit. Et voilà, on a le vote du Brexit demain. Je rappelle, les parlementaires britanniques vont voter sur le texte de divorce conclu entre Theresa May et Bruxelles en novembre et en décembre. Donc voilà, on a quand même pas mal d'incertitudes. On a un VIX qui est à 18-19. Est-ce que ça reflète bien finalement le contexte? Je ne pense pas et c'est pour ça que je vais proposer une stratégie de vente S&P 500 dans quelques instants. Au niveau du yen, on voit que le yen surperforme ce matin, plus 0,59%. Le gold de même. Alors le gold, il est soutenu ce matin par l'aversion pour risque, mais également par une légère baisse du dollar. Le Nikkei, il est fermé, mais le MSCI Asia ex Japon, donc en enlevant le Japon, on a une baisse de 1,22%. Voilà, l'Asie, les pays asiatiques, il faut savoir qu'ils sont extrêmement dépendants de l'économie chinoise. Et si on a des chiffres qui sont décevants en Chine, surtout sur le commerce, ça veut potentiellement dire que la Chine va demander moins de matières premières ou moins de composants de base, puisque la Chine est dorénavant un pays qui assemble avant tout. D'accord. La Chine importe des composants électroniques, importe des matériaux pour la plupart de la région asiatique et ensuite exporte le produit assemblé. D'accord. Donc si la Chine exporte moins, ça veut potentiellement dire qu'elle va moins importer de matières premières et de composants de base. Et donc c'est toute la région asiatique qui est pénalisée. Voilà, la Chine, c'est le moteur de la croissance mondiale, mais c'est surtout le moteur de la croissance asiatique. D'accord. Au niveau du 10 ans US, perte de 6 points de base, 2,67% ce matin alors qu'il était à 2,73 vendredi. Donc voilà, on a plutôt de la version pour le risque quand même ce matin. Alors on voit avec ces chiffres, avec ce ralentissement, cette chute des exportations et cette chute des importations, alors on va voir ça de plus près, on voit le calendrier économique, calendrier économique, calendrier économique. Alors là, on voit pas bien, donc on voit qu'on a eu une augmentation de la balance commerciale. C'est pas ça qu'on va chercher. On va plutôt aller chercher les importations et les exportations. Donc pour cela, on va aller sur le calendrier de investing et regardez, exportation en baisse de 4,4% sur une année en décembre, alors que le marché prévoyait une hausse de 3%.
Et les importations, alors vous me direz, bon, les importations, c'est pas très important. Eh bien si, puisque la Chine, c'est de plus en plus un pays qui consomme, d'accord. On a une émergence de la classe moyenne et quand on a 1,3 milliard d'habitants, eh bien les importations sont quand même de plus en plus suivies. Parce qu'une diminution des importations, ça veut potentiellement dire une diminution de la consommation en Chine. Et quand il y a 1,3 milliard d'habitants, eh bien, c'est quand même une demande importante. Voilà, donc les importations qui chutent de 7,6%, c'est la première baisse des importations sur un rythme annuel depuis novembre 2016 et c'est la plus importante baisse depuis octobre 2016. Voilà, donc mauvais chiffre sur le commerce en Asie, ça fait pression sur les indices, ça fait pression sur l'AUD et le NZD. Naturellement, vous savez que ces deux devises, ces deux économies australiennes et néo-zélandaises sont particulièrement dépendantes de l'économie chinoise. C'est que le premier partenaire économique de l'Australie, c'est la Chine. La Chine, c'est le premier client de l'Australie. Donc forcément, si la Chine va mal, eh bien, ça veut potentiellement dire que l'Australie va moins exporter et donc on a une économie australienne qui va sans doute se fragiliser. Et à l'inverse, là on a le yen qui surperforme parce que le yen c'est une devise refuge et le marché cherche à se couvrir ce matin. Voilà, donc aversion pour le risque, aversion pour le risque, ça colle très bien avec ce que je vais vous présenter sur le VIX, enfin sur le S&P pardon. Donc déjà rapide tour sur le VIX voilà. Le VIX qui est en baisse, qui est relativement bas, on n'est pas au support, vous voyez, qu'on a depuis le mois d'octobre, puisque le support du mois d'octobre, il est à 16 et on est actuellement à 18,2. Donc on a encore une petite marge de baisse, tout comme le VIX comparé au VIX 3 mois. Alors quelle est l'idée de regarder cette force relative entre le VIX et le VIX 3 mois? Tout simplement, normalement, les investisseurs se couvrent davantage sur du long terme que sur du court terme. Donc en théorie, le VIX 3 mois doit être supérieur au VIX classique. Le VIX classique est sur un mois, qui est sur 30 jours. Donc normalement, le VIX slash VIX 3 mois, il est inférieur à 1. Mais dans le contexte qu'on a actuellement où, comment dire, eh bien, la période d'incertitude et à court terme domine, on a un VIX, enfin cette force relative qui et la plupart du temps au-dessus de 1. C'est ce qu'on voit en tout cas depuis le mois d'octobre, depuis qu'on a le crack, depuis qu'on a eu l'importante correction sur les marchés actions, on voit que la plupart du temps cette force relative est supérieure à 1. Et là on arrive proche d'un support, ça veut peut-être dire que le marché va se couvre beaucoup trop sur du long terme que sur du court terme, ou voilà, en d'autres mots que le marché se couvre pas assez sur du court terme, et donc on va peut-être avoir une nouvelle couverture des marchés et donc une baisse du S&P 500. Et enfin, dernier argument en faveur d'une baisse du S&P, c'est tout simplement son analyse technique. Regardez, S&P 500. Alors là, en journalier, on a eu une belle hausse. On est revenu flirter avec les 2006. On est même venu les tester, il me semble. Voilà, 2600. Et là, on est dans un wedge, dans un biseau qui est une figure de continuation avant tout. Ce qu'on attend, c'est ni plus ni moins que la cassure, la sortie par le bas de ce biseau. Et si tel est le cas, alors eh bien ça serait une stratégie baissière en direction des 2324 points, qui est le plus bas du 26 décembre à peu près, avec un stop légèrement au-dessus des 2600 points. Ce qui fera un ratio risque-rendement, vous voyez, donc si on short aux alentours des 2500, allez, 2550, voilà, ça fait 50, allez, 60 points de risque si on met 10 points au-dessus de 2006 pour donc 60 points de risque pour 220, ça fait un ratio risque-rendement presque de 4, ce qui est particulièrement intéressant. Donc voilà, d'un point de vue ratio risque-rendement, c'est intéressant. Si on fait l'analyse technique du S&P, c'est cohérent, puisqu'on est dans une tendance qui est quand même baissière. Hein. Si on regarde le nuage Shimoku ou la moyenne mobile à 200 jours, on est en dessous. Si on regarde le VIX, il est plutôt bas. La force relative VIX avec le VIX 3 mois, on approche d'un support. Le yen surperforme ce matin. Voilà, il y a quand même beaucoup d'arguments, je trouve, en faveur d'une baisse du S&P 500. Donc c'est ma vision du marché pour cette semaine. Alors voilà, je ne vais pas pouvoir suivre toute la semaine puisque comme je vous l'ai dit, je serai absent mercredi, jeudi, vendredi. Mais voilà, ma vision pour cette semaine est plutôt négative sur le S&P 500. En plus de ça, on a le shutdown. Qui sait quand est-ce que ça va se terminer? Personne. Et ça pourrait peser de plus en plus sur l'économie. Donc voilà. Je suis négatif sur la S&P 500 pour cette semaine. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour Jean-Marc, bonjour Frédéric, j'espère que vous allez très très bien. Loïc que je sais également. Voilà, bonjour à tous.
Bonjour à tous. Donc S&P, voilà, stratégie baissière. Alors on fait un petit tour sur les indices européens qui ouvrent en baisse, comme je l'ai dit ce matin. Enfin comme je l'ai dit, c'est pas, j'ai rien dit avant, mais ça n'a rien de surprenant puisqu'on a des chiffres en Chine qui sont plutôt décevants. Alors en journalier, regardez. En journalier, on a quelque chose plutôt d'intéressant puisqu'on est dans un canal plutôt baissier et vous voyez que là, on a testé l'oblique baissière de 2007. Alors si on prend un petit peu d'auteur, regardez en hebdo, c'est cette oblique. Alors on pourrait aller encore plus loin en mensuel. La voici donc 2000, 2007, 2015. Et là, vous voyez, on est comprimé entre cette oblique haussière qui vient chercher le plus en bas de 2011 et 2015 et 2016, pardon, et de cette oblique de eh bien historique finalement, cette oblique baissière qui vient chercher tous les plus hauts historiques, quasiment. Donc voilà, on est comprimé dans cette oblique. La sortie donnera une nouvelle direction, bien évidemment. Donc ça forme un triangle symétrique, comme on peut le constater. Ça forme un triangle symétrique, donc cette oblique en blanche et celle-ci en bleu. Voilà, donc là, perspective plutôt baissière sur le CAC 40 pour cette semaine. Je pense qu'on peut revenir chez les 4631 points. Je pense qu'on peut oublier pour les 4900. Voilà, donc perspective plutôt baissière. En plus, on ouvre avec un gap baissier. Regardez, ça c'était un gap de rupture. Donc là, on avait le top island. Je ne sais pas c'est quoi le nom en français, mais c'est un top island. C'est une figure de retournement séparée entre deux gaps, souvent entre le gap d'essoufflement et le gap de rupture. Donc là, on a un top island et l'objectif honnêtement c'est qu'on a cherché les 4631 points sur le CAC 40 pour cette semaine. Voilà, 4631. Au niveau du DAX, bon même topo, le DAX, mon premier objectif ça va être ce support. Donc les 10 650, mais je pense qu'on a des chances d'aller chercher les récents plus bas. Alors précisément, on va peut-être aller chercher cette oblique. Vous voyez que là on a une zone de convergence de support. Donc je pense que dans un premier temps, on peut aller chercher cette oblique. Et si on a la cassure, je dis bien si on a la cassure, on devrait avoir une accélération de la baisse en direction des 10 400, 10 263 points. Je continue sur l'Eurostoxx. Alors, voilà, l'Eurostoxx, je vais le faire, mais bon, je sais pas si beaucoup de personnes le trade. L'Eurostoxx 50, c'est un peu pareil. Enfin, c'est un mix finalement entre le CAC et le DAX. Même si on a d'autres valeurs européennes, on a des valeurs voilà, hollandaises, des valeurs belges, italiennes ou espagnoles, mais bon, ces autres pays représentent peut-être voilà 30% de l'indice, les 60, 70, enfin 70% de l'indice, c'est un peu du CAC et un peu du DAX. Donc voilà, si vous êtes baissé sur le CAC et le DAX, il n'y a aucune raison d'être haussier sur l'Eurostoxx 50. Voilà, donc l'Eurostoxx 50, pareil, perspective baissière, on est revenu tester l'oblique 2007, la même que sur le CAC 40. Voilà, si on se met en journalier, pareil, on est dans le canal baissier. Vous voyez que l'Eurostoxx 50 ressemble énormément au CAC. Regardez. Vous voyez, c'est quasiment identique. Je pense que la corrélation doit être de vue, ça doit être du 98%. Donc voilà. Eurostoxx 50, perspective baissière dans un premier temps jusqu'à cette résistance, donc 3000 points. Donc 50 points de baisse à court terme. Et si on a le breakout des 3000, on devrait avoir une accélération baissière en direction des 2900, les récents plus bas. Voilà, et donc même objectif pour le Dow Jones ou S&P, mes propos sont valables sur tous les indices, même sur le FTSE, voilà, c'est juste les seuils qui changent, mais voilà, le Dow Jones il est sous résistance, 24 120. Alors par contre en 4 heures on n'a pas un biseau très facile à repérer, et même il est pas très très joli, vous voyez, comparé au S&P 500 où là c'est plutôt clair. Donc Dow Jones résistance à 24 120. Si on a une sortie par le bas, c'est au-dessus de cette résistance qu'il voudra mettre un stop pour aller chercher dans un premier temps 23 112 et enfin les récents plus bas aux alentours des 22 000. Alors on va pas chercher le plus bas au pips près, on va chercher légèrement au-dessus parce qu'on peut avoir des acheteurs. Voilà, faut considérer les supports et les résistances comme des zones et non pas des seuils au pips près. Donc l'objectif 100% en cas de sortie par le bas du biseau, c'est les 22 000. Et Nasdaq, alors le Nasdaq, voilà, on a un biseau qui est beaucoup plus évident à trouver, à repérer. On a résistance à 6600. Et si on a une sortie par le bas, alors l'objectif baissier sera les alentours des 6000 points. Je pense que les techs vont s'en sortir un peu mieux que les autres valeurs, surtout qu'on entame
la publication des résultats des entreprises et bon, la plupart du temps, les techs quand même publient des résultats meilleurs que l'indice S&P 500 d'une manière générale. Donc, de ce fait, j'estime que le Nasdaq devrait mieux s'en sortir que le S&P 500 ces prochaines semaines. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas baisser. D'accord? Donc, pour cette semaine, j'ai plutôt des perspectives baissières sur les indices, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou en Asie. Voilà, c'est vraiment le mot ma vision pour cette semaine sur les indices boursiers. Bonjour, si on optait pour une sortie par le bas du biseau, peut-on avoir une fausse sortie par le haut? Alors, une fausse sortie par le haut, ça peut arriver. Maintenant, voilà, c'est pas que c'est rare, mais un biseau, c'est une figure de continuation. Donc, faut voir la précédente tendance. La précédente tendance, vous voyez qu'on est revenu en baisse. Donc, un biseau, c'est une figure vraiment de continuation, de respiration du momentum. Regardez, normalement, on prend ici, on a les seuils de Fibo, résistance 61,8%. 61,8% de retracement de Fibonacci. Donc, une sortie par le haut, c'est extrêmement rare parce que ça veut dire qu'on aurait une accélération du momentum haussier. Je pense pas que ça va arriver. Donc non, même si on a une sortie par le haut, faudra pas utiliser ce signal comme un signal d'entrée. D'accord? Donc voilà, faut vraiment attendre la sortie par le bas, ensuite mettre un stop au-dessus du récent sommet, ou selon votre stratégie de stop. Vous avez peut-être votre façon de placer votre stop, mais l'une des façons, si on a une sortie par le bas d'un biseau, c'est de mettre le stop à l'opposé, c'est-à-dire au-dessus du récent sommet. Donc là, par exemple, au Nasdaq, si on a une sortie par le bas, aux alentours, des 6440, on mettrait un stop légèrement au-dessus du plus haut, donc 200 points de risque pour 431. Donc là, ça fait un ratio de rendement d'un peu plus de 2. C'est pas aussi intéressant que si on shortait le S&P 500, puisque comme on l'a vu, si on short le S&P 500, on risque une cinquantaine de points pour potentiellement 220. Ça fait quand même un ratio de rendement du coup de 4 dorénavant. Donc voilà, si on a une sortie par le bas des indices, ce sera surtout au niveau du S&P où le ratio de rendement sera intéressant. Et regardons au niveau du Dow Jones. Donc, le Dow Jones, si on sort par le bas aux alentours des 23 680, donc là c'est de vue, mais bon, on risquerait 500 points de risque pour autour des 22 000. Pour 1600, on va dire 1600, ça fera un ratio de rendement légèrement supérieur à 3. Donc voilà, le meilleur ratio de rendement, ça serait le S&P 500. Donc si on a une sortie par le bas, au lieu d'aller chercher à shorter le Nasdaq, en tout cas c'est ce que je pense personnellement, plutôt privilégier le S&P puisqu'on a un ratio de rendement beaucoup plus intéressant. Alors je passe aux devises. Donc le yen, je refais voir qu'il surperforme ce matin. Les devises, même les devises refuges, regardez le franc, c'est la deuxième devise qui surperforme. Alors on n'a pas une performance aussi nette que le franc, mais que le yen, mais voilà, on voit que le yen et le franc sont en tête, alors que l'AUD, le NZD et le CAD, les devises commodities, c'est les plus sensibles à la croissance mondiale, et bien celles-ci sous-performent. Alors j'ai pareil une proposition, une perspective plutôt haussière sur l'euro GBP. Vendredi, j'étais plutôt baissier. Alors c'était pour être tout à fait franc avec vous, c'était plutôt de la chance, ce qu'on avait eu vendredi pour ceux qui avaient lu mon article sur l'euro GBP. Je ne sais pas si je l'avais dit dans le webinaire, mais voilà, euro GBP, regardez, en haut de ce range, l'euro pourrait à court terme revenir à 0,8950. Donc vous voyez, ça c'était mon graphique. On était à 0,9054 et le jour même, vous voyez, on était au plus haut. Le jour même, on était revenu à 0,8950. Alors, personne pouvait, je ne pouvais pas anticiper une baisse aussi rapide, honnêtement. On a eu vraiment un ensemble de catalyseurs qui a permis cette baisse. Mais là, du coup, techniquement, à court terme, je suis plutôt haussier. Alors, attention, on a une échéance clé qui est demain. Demain, on a le Parlement britannique, la Chambre des communes, qui va voter le texte du divorce conclu entre Theresa May et Bruxelles. Donc demain, il faudra être extrêmement prudent sur la livre sterling. Il faudra même plutôt sortir du marché, surtout sur la livre. Mais en attendant, je pense qu'on peut revenir chercher les 0,90. Donc ça fait 56 points à peu près de potentiel gain pour un risque. Vous voyez, si on vient chercher le plus bas, une trentaine. Donc ça fait un ratio de rendement
légèrement inférieur à 2. À vous de voir, à vous de juger si ça en vaut potentiellement la peine. Mais en tout cas, techniquement, regardez, en horaire, on est dans un range, premier objectif 0,90. Si on est chez 0,90, 60 avant le vote demain, ça serait parfait. Maintenant, ça m'étonnerait que, vous voyez, on fasse une montagne russe comme ça, une baisse de 100 pips vendredi, une hausse de 100 pips lundi, enfin aujourd'hui. Ça m'étonnerait. Après, tout peut arriver. Donc c'est pour ça que j'anticipe déjà une correction de 50% de cette baisse. Donc c'est un retour, vous voyez, aux alentours des 0,90. Donc voilà, perspective haussière sur le RGBP ce matin. C'est ma vision pour aujourd'hui. Pour demain matin, après, au-delà de demain midi, attention, puisqu'on aura le vote des parlementaires. Donc, ce que je conseille à partir de demain midi, c'est vraiment de sortir vos positions livres sterling, puisqu'on devrait avoir un regain de volatilité. Personne ne sait à quoi ce vote va aboutir. Moi, j'ai le sentiment que le projet va être refusé par les parlements britanniques. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, je ne sais pas si vous savez, mais je vis au Royaume-Uni, je vis à Londres, et ce week-end, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vu dans la rue des personnes, des associations qui en fait prenaient la température des, euh, des citoyens finalement pour savoir ce qu'ils préféraient au niveau du Brexit. Donc c'était sur un tableau blanc, d'accord, et voilà, il y avait trois lignes. Il y avait soit le vote de Theresa May, enfin le plan de Theresa May, soit le no deal, donc pas d'accord, ou soit un nouveau référendum pour ce projet. Et en fait, chaque personne dans la rue devait poser son vote, hein, son sticker sur l'une des trois lignes. Et ce qui est assez surprenant, je ne pensais pas que ça allait être aussi enfin, qu'il allait avoir cet écart, mais peut-être 90 à 95% des votes, c'était pour que les citoyens, enfin le peuple finalement, vote ce texte pour ou contre le texte du Brexit. Il y avait peut-être une ou deux personnes qui avaient voté pour un no deal, donc pour un hard Brexit, et trois quatre personnes pour le vote de Theresa May. Mais il y avait peut-être 100 stickers euh, sur la ligne de eh bien que les gens devaient voter eux-mêmes et non pas le Parlement. Donc voilà, c'était assez surprenant de voir cette vraiment il y avait une différence mais enfin énorme entre le vote de Theresa May, le no deal et le vote par les euh, par les Britanniques. Voilà, donc c'était vraiment net. Les gens veulent ici, au Royaume-Uni, avoir leur mot sur le Brexit. Donc voilà, c'est intéressant, je voulais vous le partager. C'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment, je pense, dans les informations, dans les journaux. Donc voilà, au moins vous avez cette information-là. Alors pourquoi vous pensez que l'on va plonger aussi fort? Alors je ne dis pas qu'on va plonger aussi fort, je ne dis pas que voilà, cette semaine on va atteindre la target que je dis sur le S&P 500. Je dis simplement que là on a euh, pas mal de signaux. Le VIX 3 mois, vous voyez, qui arrive proche d'un support. Euh, on n'est pas en période de comment dire d'appétit pour le risque. Donc je vois pas pourquoi le marché ne se couvrait pas du tout à court terme, parce que si on revient, vous voyez, proche de juillet, septembre, cette période-là, d'accord, on inscrivait des nouveaux records sur la S&P 500. D'accord, donc je vois pas pourquoi cette force relative passerait sous 0,90. Ça veut dire que les investisseurs seraient extrêmement optimistes sur les indices, ce qui n'est pas le cas. D'accord. En tout cas, je ne pense pas vu les catalyseurs que nous avons actuellement, croissance, ralentissement de la croissance mondiale, le shutdown aux États-Unis qui devrait également ralentir la croissance, hein, parce que un shutdown, c'est, enfin là pour le coup, c'est une fermeture partielle hein, du gouvernement fédéral. Ça pèse donc sur la consommation et donc ça va se répercuter bien évidemment sur la croissance américaine. En plus de cela, on a un ralentissement de l'économie chinoise, ralentissement de l'économie américaine, ralentissement de l'économie chinoise. Pour rappel, la Chine et les États-Unis sont les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Donc si ces deux économies ralentissent, voilà, ça va encore plus impacter le moral des investisseurs. Donc voilà, je vois pas pourquoi cette force relative passerait sous 0,90. C'est pour cette raison que je pense que le S&P va baisser parce que si cette force relative remonte, eh bien on aura une nouvelle baisse des indices. Regardez, je vais superposer avec le S&P 500. Voilà, donc
Regardez un petit peu. Donc, 0,90, vous voyez ici, on rebondit. Enfin, on teste 0,90, c'est le sommet. Là, on était proche de 0,90. Vous voyez, on était proche, on était relativement proche. Sommet. Ici, pareil. Vous voyez, on était relativement proche, on n'était pas au pips près. Mais là, on est actuellement en train de tester cette zone. C'était un sommet également. Et là, c'était les nouveaux records, donc c'est pour ça qu'on était sous 0,90. Mais je pense pas qu'on soit parti pour aller faire des nouveaux records. C'est pour cette raison que je vois pas cette force relative passer sous 0,90. Donc c'est pour cette raison que je suis plutôt baissier sur la S&P 500 parce que cette force relative approche d'un support. Le VIX également. Alors il n'est pas proche de 16, mais vous voyez qu'on est relativement proche. Enfin on s'y approche en tout cas. Donc voilà. C'est pour ces raisons que je suis plutôt baissier. Je n'anticipe pas un crack de 10% du S&P cette semaine. Je ne sais pas si on va atteindre honnêtement l'objectif des 2323 cette semaine. Ça m'étonnerait. Maintenant, tout reste possible, hein, vous voyez, parce que 2323, c'est quand même une baisse de 10% en une semaine, c'est beaucoup. Donc voilà, l'objectif des 2323, c'est pas forcément pour cette semaine, mais c'est ma vision. Ma vision, elle est baissière sur les indices. C'est ce qu'il faut finalement retenir de ce que j'ai dit pendant 26 minutes. Et si on sort par le bas du biseau, c'est là où on aura le signal. C'est à ce moment-là. Et à mon avis, c'est déjà le cas, puisque là, moi, c'est le contrat cash. Ici, on a la cotation du futur, vous voyez, moins 0,34%. Donc, si on calcule, moins 0,34%, vous voyez, moins 0,34, on est déjà sorti du biseau. Là, le futur, il est il est sorti du biseau. Voilà. Enfin bref, donc EuroGBP, je reviens sur le Forex, EuroGBP perspective haussière pour aujourd'hui, pour demain matin au maximum. L'euro-dollar, je pense qu'il est cette semaine, il devrait consolider. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de catalyseur qui justifierait un, un rebond majeur ou une baisse à court terme, je dis bien. Donc je pense que on va se maintenir entre les plus bas de la semaine dernière et les plus hauts, c'est-à-dire, vous voyez, en hebdo, donc plus bas, plus haut. Ouais, donc 1,14 support, 1,15,7 résistance. On vient ajouter à cela des points pivots en hebdo. Voilà, pivot hebdomadaire, on est exactement sous le pivot hebdomadaire, le R1, le S1. Je pense qu'on va rester entre cette fourchette de R1 et S1 hebdomadaire. Au niveau du GBP, bon, pas grand chose à dire, GBP USD, je m'attends à une baisse. Je m'attends à une baisse à court terme. L'USD Yen, est à nouveau en baisse. Voilà, donc le yen surperforme et si notre stratégie baisse des indices fonctionne, eh bien vous savez que le yen sera particulièrement privilégié. Donc l'USD Yen aura aura beaucoup d'arguments pour revenir à 107,32. Si pareil, si notre stratégie baisse des indices fonctionne, alors les devises commodities devraient également en prendre un coup. Et donc c'est pour ça que l'AUD Yen, je pense que le retour à 80 est pour le moment à reporter. Je pense que cette semaine, si on a une baisse des indices, on devrait avoir une baisse de l'AUD Yen. Donc voilà. Si vous êtes à l'achat sur l'AUD Yen, posez-vous des questions pour prendre des bénéfices. Tout comme le CAD Yen et le NZD Yen. Toutes ces devises commodities, les devises commodities réagissent. Alors, il n'y a pas une corrélation totalement positive avec les indices, heureusement d'ailleurs, mais disons que c'est les plus sensibles à l'appétit et à l'aversion pour le risque. L'AUD, c'est la devise parmi les majeures qui est vraiment l'opposé, la plus opposée au yen. D'accord? Dès qu'on a un climat d'appétit pour le risque, l'AUD surperforme. Dès qu'on a un climat d'aversion pour le risque, l'AUD sous-performe. Et à l'inverse, eh bien, le yen surperforme. Donc l'AUD yen, si vous anticipez une baisse importante des marchés actions, l'AUD yen, c'est une devise à shorter. À l'inverse, si vous estimez que l'AUD yen a ses chances, si vous estimez que les marchés actions a des chances de revenir à ses sommets historiques, dans ce cas, l'AUD yen est une bonne paire à payer sur du moyen long terme. Donc voilà, l'AUD yen, si vous étiez à l'achat la semaine dernière comme je le privilégiais, eh bien, il faut prendre ses bénéfices. Ça n'a pas atteint l'objectif que je souhaitais, tant pis. Au niveau du CAD yen, il me semble que c'est pareil.
acadienne. Alors on est venu atteindre les 82,17 qui étaient promotifs, mais on n'est pas venu chercher les 83. Mais pareil, il faut prendre, je pense, des bénéfices. Vous voyez, on a les cours de pétrole qui sont en baisse. Donc cours de pétrole, regardez le WTI, il est revenu proche de sa résistance, tout comme le Brent. En 4 heures, qu'est-ce que nous avons? On a une divergence baissière, regardez ici. Divergence sur le Brent, divergence sur WTI. Le RSI teste 50. Alors vous voyez qu'on n'est pas passé sous 50, mais on est en train de le tester. Si on passe en dessous, ça sera un signal baissier et on ira chercher un retracement d'environ 61%. 61%. Pourquoi? Eh bien parce que vous voyez que ça ressemble beaucoup au marché action. Regardez le Brent. D'accord, on est sur le Brent et je vais switcher sur le S&P. Brent, S&P. Vous voyez que ça ressemble énormément. Pourquoi? Bien parce que c'est-à-dire que le Brent, c'est le baromètre de la croissance mondiale, enfin, à peu près. Hein. En tout cas, c'est la commodities qui ressemble plus, oui, on va dire à la croissance mondiale. Dès qu'on a le marché qui anticipe une accélération de la croissance mondiale, on a le cours de pétrole qui est en hausse. Et dès qu'on a le marché qui anticipe un ralentissement, eh bien on a les cours de pétrole qui sont en baisse. D'accord? Et là, pour le moment, qu'est-ce qui drive les marchés? C'est la croissance mondiale. C'est pour ça que le Brent et le S&P ou tous les autres indices se ressemblent énormément à court terme. Donc on ne peut pas être à court terme pour le moment dans ce contexte, haussier sur le Brent et baissier sur les indices. Là, si on anticipe une sortie par le bas du S&P 500, c'est cohérent d'être baissier sur le pétrole. Donc voilà. Donc je m'attends à une baisse du Brent. Pour cette semaine, retour, voilà, une correction de 50 à 61,8% de cette baisse, c'est-à-dire un retour vers les 56, 55 $ le baril. C'est l'objectif pour la semaine. Alors, on peut sortir par le bas et ne pas aller aussi bas vu le dernier rebond des indices. Oui, tout à fait. Vu le dernier rebond des indices. Maintenant, attention, hein, dans un bear market, dans un marché, dans un rallye baissier, ces genres de rebonds de 10% sont tout à fait normaux. Hein. Si vous regardez en 2007, ce qui s'est passé, c'était pareil. Hein. En 2007, alors d'ailleurs j'ai écrit un article dessus. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire. Je pense qu'il est assez intéressant à prendre en compte. Hein. Faut pas se faire piéger par ce rebond de 10%. D'accord. Alors S&P 500. Alors non, alors c'était sur Twitter, je vais vous faire voir. Voilà. Donc ça c'est 2007. Donc baisse de 22, hausse de 10%. Et ensuite, on a un retour au plus bas. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, baisse de 20, hausse de 10%. D'ailleurs, il y a un compte Twitter que si vous êtes sur Twitter, il y a un compte que je vous invite à suivre. C'est en anglais, hein, mais bon, pas très compliqué. C'est pas très compliqué à comprendre. Ça s'appelle Odds. Voilà, Odds Stat. C'est que des statistiques sur la S&P 500. Et regardez, 2007, 2009 ou 2000, 2002. Pardon. Donc on a une baisse de 18,5%. Ensuite, on a un rebond de 12%. Ensuite, on a une baisse de 40%, etc., etc. Donc là, c'est la décomposition entre le plus haut et le plus bas, entre 2007 et 2009. Et vous voyez que finalement, si on doit superposer 2007-2009 à aujourd'hui, là, c'était une baisse de 18,5%. Nous, c'était une baisse de 20%. Ensuite, on a eu un rebond de 12%. Nous, on a un rebond de, alors précisément 10, il me semble. Donc voilà, faut pas du tout se faire piéger par ce rebond. C'est tout à fait normal dans un marché baissier. Donc 12% de hausse. Donc là, on a moins 21%, plus 10, plus 12. Voilà, donc premier objectif dans un marché qui est baissier, c'est un retour à 2350. Et c'est pour ça que le seuil d'invalidation, c'est si on repasse au-dessus des 2006. Si on repasse au-dessus des 2006, dans ce cas-là, faudra s'attendre, oui, à une poursuite du rebond, tout simplement. On ira chercher potentiellement les 2650. D'accord, mais voilà. Et regardez 2000-2002, c'est pareil. Baisse de 11%, rebond de 12, baisse de 27, rebond de 20, baisse de 26, rebond de 20, baisse de 32, rebond de 20. Vous voyez,
les 20% dans un bear market, ça n'a rien de, ce n'est pas un signal haussier. Donc, je vous invite à être prudent sur ce rebond. Alors peut-être que c'est un début d'un bull market, hein, personne ne le sait, mais en tout cas dans le passé, ça n'a pas empêché un crack. D'accord, c'est hausse de 12%, parce que c'est une hausse de 12% qu'on avait. Donc là, c'était en 49 jours, là c'était en 97. Nous, la hausse, elle est en 3 semaines. 17 jours. Le ratio de rendement n'est pas suffisant pour fixer un objectif de cours. Que ferez-vous si on ne va pas forcément sur les objectifs baissiers mais qu'on baisse pour gérer les gains existants au niveau du futur trade? Alors ça, c'est à vous de voir, hein. Moi, je vous propose ma vision du marché. Ensuite, si vous jugez que le ratio de rendement n'est pas suffisamment intéressant, moi, je vous oblige à rien, hein. Vous faites votre propre analyse avant tout, hein. Moi, je vous délivre juste ma vision, mon opinion des marchés. Que feriez-vous donc si on ne va pas forcément sur les objectifs baissiers, mais qu'on baisse pour gérer les gains existants au niveau de ce futur trade? Alors je vois pas exactement ce que vous voulez dire. Si on ne va pas forcément sur les objectifs baissiers, mais qu'on baisse pour gérer les gains existants. Alors je pense avoir compris, c'est-à-dire que si on a une baisse, mais pas jusqu'au plus bas, eh bien c'est là où c'est l'art de la gestion de risque, hein. Est-ce qu'il faut prendre, faut décomposer les prises de bénéfices, comment gérer son place de son stop loss. Donc là, c'est vraiment l'art de gérer son risque, baisser son stop petit à petit, éliminer le risque en mettant son stop à son point d'entrée, prendre des bénéfices au fur et à mesure. Donc ça, c'est chacun sa stratégie de trading. Donc moi, je pourrais pas vous dire exactement quoi faire, hein, dans ce scénario. Grosse journée baissière sur l'Aussie dollar, donc USD sous pression avant de partir vers l'avant où la hausse est compromise. Alors, comme je l'ai dit, le dollar australien, c'est la devise la plus sensible à la croissance mondiale et surtout à tout ce qui est relatif à la Chine. Si on s'attend à ce que l'économie chinoise ralentisse davantage, si on pense que voilà, les indicateurs macro vont continuer à s'affaiblir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, l'AUD devrait encore baisser, même face au dollar USD. L'AUD, c'est peut-être, alors j'ai pas de chiffre en tête, mais en tout cas, ça doit être l'une parmi les devises majeures qui est la plus volatile. C'est généralement soit la devise qui surperforme, soit la devise qui sous-performe. C'est rare que l'AUD soit entre les deux. D'accord? Elle est plutôt soit en tête de classement, soit, à l'arrière. C'est rare que l'AUD, il n'y a pas vraiment de tendance. C'est souvent très tranché. Et ça dépend beaucoup de l'appétit ou de la personne pour le risque. Là, si vous regardez, on a une hausse du S&P. Alors, S&P. Alors, on a le S&P ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'AUD USD. Et encore mieux, l'AUD Yen. AUD USD, donc on va se mettre sur un mois. Regardez un petit peu l'AUD USD et le S&P. Je vais mettre l'AUD Yen. AUD USD en chandelier, l'AUD Yen en bleu et le S&P 500 en blanc. Je pense que vous voyez une corrélation qui est plutôt positive, hein. On est tous d'accord pour dire que la corrélation est positive. Donc voilà, si vous êtes haussier sur S&P 500, alors vous devez être haussier sur l'AUD. Et à l'inverse, si vous avez plutôt une perspective baissière sur les indices et d'un point de vue global, hein, sur l'appétit pour risque, l'AUD, c'est une devise à shorter. Donc je dirais que à court terme, vu que j'ai une perspective plutôt baissière sur le S&P, parce que voilà, pour moi, il y a de fortes chances qu'on sorte par le bas. Après, j'ai pas une boule de cristal, c'est pour ça qu'il faut attendre le signal, il faut vraiment attendre le breakout. Mais si on a le breakout, techniquement, la perspective sera baissière. Et donc, l'AUD, il faudra également chercher à le shorter.
Sinon, savez-vous pourquoi on a parfois une décorrélation entre Eurostoxx et indice US? Alors, ça arrive pas souvent, hein. Décorrélation entre Eurostoxx et indice US, c'est assez rare, hein. C'est assez rare. Alors, peut-être pas en intraday, peut-être pas en scalping, mais voilà, si on regarde sur des unités de temps journalières, les indices ressemblent beaucoup à S&P 500, sont énormément influencés. Donc, savez-vous pourquoi on a une décorrélation entre Eurostoxx et indice US? Alors, lorsqu'on a une décorrélation, c'est souvent parce qu'on a des informations positives, très positives aux États-Unis, mais qu'à l'inverse, en Europe, on a, d'un point de vue généralement politique, je dis bien, des incertitudes. Ce genre d'environnement crée une décorrélation. C'est un peu ce qu'on a connu finalement au premier semestre de l'année dernière. Rappelez-vous, lorsqu'on avait Donald Trump qui menaçait de taxer les voitures européennes, on avait des incertitudes vraiment importantes du coup sur l'économie allemande, qui est la première économie de la zone euro, hein. Donc les indices européens plongeaient, alors que le S&P 500 continue à marquer des nouveaux records puisqu'on n'avait pas ce genre d'incertitude. Mais maintenant qu'on a des incertitudes sur la croissance mondiale partout, enfin croissance mondiale donc c'est dans le monde, là par contre on a une corrélation qui est totalement positive entre les deux indices. Mais voilà, dès qu'on a aux États-Unis un contexte qui va bien, mais qu'à l'inverse en Europe on a un contexte qui est plutôt incertain, là on a une décorrélation. C'est très 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 rare, d'ailleurs j'ai pas de souvenir, que l'Eurostoxx soit haussier pendant plusieurs jours, hein. Je dis pas pendant une séance, hein. Mais j'ai pas souvenir de voir l'Eurostoxx 50 dans un bull market alors que le S&P soit dans un bear market. Honnêtement, si quelqu'un me trouve cette période-là, eh bien je serais très content que vous me donniez cette période où l'Eurostoxx était dans un bull market pendant que le S&P était dans un bear market. Parfois, on a l'Eurostoxx qui surperforme le S&P, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont décorrélés. Donc voilà. Faut savoir que ce qui se passe aux États-Unis impacte le Wall Street et le monde entier. Ce qui n'est pas le cas de la zone euro. Ce qui se passe en zone euro impacte la zone euro, mais n'impacte pas forcément Wall Street. C'est pour cela que le S&P 500 est extrêmement enfin les marchés américains, j'ai envie de dire, sont parmi les plus solides des marchés actions, puisqu'il y a peu de choses qui influencent les indices américains, mis à part l'économie ou la politique américaine. Ce qui n'est pas le cas de la zone euro. Encore une fois, la zone euro est influencée par ce qui se passe aux États-Unis, par ce qui se passe en zone euro et ce qui se passe en Chine. Mais cette analyse est valable pour tous les indices dans le monde, mis à part Wall Street. Vraiment, Wall Street, c'est le marché action le plus solide, hein, finalement. Alors, votre perspective du DXY pour la semaine. Alors, excellente question. DXY. Alors, pour la semaine. Alors, je pense qu'on va revenir chercher les 94,30. Donc, un nouveau plus bas de court terme. Vous voyez que là, on a fait un pullback. Donc, breakout, pullback. Ça peut être un bon point d'entrée pour venir chercher les 94,30. Attention, 94,30, c'est cette oblique haussière qui va chercher le point bas de septembre, le point bas de juin 2018, le point bas de septembre 2018. Donc voilà, c'est un support pluriannuel. Donc je pense qu'on va avoir un rachat de position, un dollar plutôt attractif aux yeux des investisseurs vers ce niveau de prix. Donc je serai prudent sur stratégie de vente lorsque le DXY atteindra ce support. Mais là, à court terme, je pense qu'on a des chances de venir chercher les 94,30. En 4 heures, voilà, on n'a pas de signaux haussiers. Ça me semble même un niveau de prix plutôt intéressant pour passer à la vente. Regardons en une heure, pas grand chose à dire. En une heure, 95,16, c'est la résistance de court terme. Vous voyez qu'on est venu à tester ce matin. 95,16, résistance qu'on a testé donc ce matin, vendredi. Voilà. Donc 95,16, résistance. Pourquoi pas shorter ce niveau de prix pour chercher les 94,30. Donc perspective baissière sur DXY pour cette semaine. C'est pour ça que l'euro-dollar, je pense qu'il va rester entre son plus haut et son plus bas de la semaine. Vous voyez que là, on a un léger rebond. Pour aujourd'hui, je pense qu'on a des chances de revenir chez 1,15. Maintenant, d'un point de vue ratio risque rendement, regardez. D'un point de vue ratio risque rendement, c'est même pas du tout intéressant. Si vous mettez un stop sous le récent plus bas, vous risquez 20 pips pour être en risqué 20. Ratio risque rendement de 1.
Pour ma part, ça en vaut pas la peine. Après, si vous jugez que c'est intéressant, pourquoi pas. J'anticipe pas de rebond au-dessus de 15. Pour aujourd'hui, hein, je parle bien. Maintenant, pour la semaine, en swing, regardez, on a cette oblique. On a même un canal, hein, il semblerait. Vous voyez, canal. Donc, pourquoi pas anticiper un rebond à 1,15. Et si on a une sortie par le haut de ce canal, alors la stratégie sera haussière jusqu'au récent plus haut de la semaine dernière, c'est-à-dire à 1,1570. En attendant, je pense que le mieux est de trader ce canal baissier. Donc j'ai dit perspective baissière sur le cours de pétrole. Au niveau de l'or, alors l'or a ses chances de venir chercher les 1300. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je m'attends à une baisse du dollar cette semaine, à un retour vers son plus bas, enfin cette oblique baissière à 94,30. Donc si on a une baisse du dollar, on a mécaniquement une hausse de l'or. Et donc regardez, on a cette oblique légèrement baissière. Je pense que voilà, on va revenir chercher cette oblique dans la journée ou peut-être demain. Et ensuite, on va chercher à venir les 1300. Ensuite, tout va se jouer à 1300. Si on a une clôture journalière au-dessus des 1300, ça serait un signal positif pour aller chercher les 1307. Voilà, donc perspective haussière sur l'or à court terme. Perspective baissière pour le dollar. Donc pour la semaine, c'est perspective haussière euro, perspective haussière or, perspective baissière DXY, perspective haussière euro GBP pour la journée, et S&P, cours de pétrole et AUD, c'est perspective baissière. Donc, je répète, S&P, cours de pétrole et dollar australien, perspective baissière par la semaine. Si on a une sortie par le bas, du biseau du S&P 500. Voilà, donc c'est le résumé de ce webinaire. 1300 or égale euro-dollar à 1,15. Alors, plus ou moins. C'est compliqué à donner, une comparaison vraiment. Enfin, dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que 1300 dollars serait une résistance pour l'or, ça serait une résistance pour l'euro. Et à l'inverse, 1 euro 15 dollars, donc l'euro-dollar à 1,15, ça serait une résistance pour l'euro, mais également pour l'or. Parce que l'euro et l'or s'influencent, enfin, sont extrêmement corrélés. Hein. Alors pas parce que l'euro est corrélé à l'or, hein, pardon, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que l'euro-dollar et le gold sont énormément corrélés parce qu'ils ont une influence du dollar qui sont énormes entre les deux. Regardez. Donc là, on a le gold en jaune et on a en chandelier japonais l'euro-dollar. Donc on voit que si l'euro atteint un 15, touche un support, rebondit sur un support, on a également un rebond de l'or. Et à l'inverse, là on avait les 1300 dollars. On avait les 1300 dollars sur l'or. Ce fut une résistance sur l'euro, alors que l'euro, vous voyez, il était à 1,1560, pardon. 1,1560, c'était pas vraiment une résistance sur l'euro. C'était pas un seuil mensuel ni hebdomadaire, d'accord. On était un petit peu au milieu de nulle part lorsque l'euro a décidé de repartir à la baisse, tout simplement parce que l'or avait atteint la résistance des 1300. Donc, quand vous tradez l'euro ou quand vous tradez l'or, il faut absolument regarder, ce que fait l'autre actif. Si vous tradez l'euro-dollar, il faut regarder ce que fait l'or. Et si vous tradez l'or, il faut regarder ce que fait l'euro-dollar. Si l'or a une perspective haussière, mais que l'euro teste une résistance importante, il faut attendre que l'euro dépasse cette résistance importante pour vraiment payer l'or. Et voilà, vice versa. Il faut que votre analyse euro-dollar et gold soit cohérente. C'est assez risqué d'acheter l'or lorsque l'euro-dollar est sous résistance. Et c'est également le cas pour l'euro, c'est-à-dire que si l'euro, si l'or est sous 1300 dollars, s'il teste une résistance majeure, c'est compliqué d'être haussier sur l'euro. Mais donc les signaux sur l'euro sont valables pour le gold et les signaux sur le gold sont valables pour l'euro. C'est vraiment deux actifs complémentaires qui vous permettront d'améliorer vos analyses et vos stratégies. Là, vous voyez, l'or, il est à 1293. Si on estime que l'or revient à 1300, l'euro devrait être tiré vers le haut. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, moi, je n'ai rien d'autre à rajouter. Merci. Alors, pardon, il y a une dernière question. Est-ce qu'on peut avoir un exemple, une divergence journalière plus forte sur l'Eurostock que la S&P 500? Une divergence journalière. Alors, en intraday, oui, on peut avoir une divergence. On peut avoir l'Eurostock qui est haussier, le S&P baissier. Ça peut arriver. Maintenant, si on parle de quelques
semaines, une tendance de quelques semaines ou même de quelques séances, c'est assez rare que l'Eurostoxx par exemple rebondit alors que le S&P est baissier. Ou en tout cas si vous trouvez ce genre de période où pendant plusieurs jours l'Eurostoxx rebondit et le S&P 500 baisse, eh bien écoutez, je serais ravi de voir ces graphiques-là. Après, maintenant, sur une journée même, oui, c'est tout à fait possible que l'Eurostoxx soit haussier et que le S&P 500 soit baissier. D'accord? Ça arrive. Ça arrive même, pas dire régulièrement, mais assez souvent. Maintenant, une tendance comme ça de plusieurs journées, enfin plusieurs séances, on va dire à partir d'une semaine, l'Eurostoxx est en hausse et le S&P 500 est en baisse, j'ai rarement vu ça. J'ai même pas, pour être tout à fait franc, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Donc ça doit exister, très probablement, mais ça doit être extrêmement rare. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché. Et en attendant, soyez prudents. Voilà, pas beaucoup de volatilité à s'attendre aujourd'hui, je pense, puisqu'on a un calendrier économique, eh bien, plutôt vierge. Hein. Mais demain, vote du Brexit, vote des parlementaires britanniques, ça sera source de volatilité. On a les résultats des entreprises américaines tout au long de la semaine. On a le shutdown, donc voilà. On peut avoir quand même pas mal de volatilité cette semaine. Voilà, donc bonne journée. À demain, même heure, 9h pour le prochain point de marché.